Bonjour, nous sommes le vendredi 10 octobre 2014. Je voudrais parler, pour commencer, je voudrais ouvrir une rubrique linguistique concernant le français, concernant les emprunts du français au latin, et surtout les emprunts de l'anglais au français, parce qu'on a une sorte de triptyque. Alors ça sera un petit peu en vrac. Je ferai une petite introduction méthodologique, épistémologique, en disant que ma philosophie de l'importation, c'est qu'on ne doit pas normalement récupérer le terme, la chose, l'objet importé, en le conservant tel quel, qu'il faut le transformer et qu'il faut éventuellement le réexpédier et le réexporter. Parfois, cette transformation est délibérée, parfois elle est liée à des malentendus et à une mauvaise transmission. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est changé. Alors, dans le rapport entre le français et l'anglais, je dirais d'abord que dans le cas du français par rapport au latin, il y a une politique de syllabisation et de réduction syllabique, c'est-à-dire que la suppression au niveau de la prononciation, en tout cas, des consonnes finales aboutit au niveau oral à une langue plus simple, plus vocale d'ailleurs, moins marquée par la consonne. C'est plus vrai évidemment pour la question du masculin et du pluriel, c'est moins vrai pour la question du féminin et du singulier. Le mâle, les mots. Alors le français ne joue pas uniquement sur les consonnes finales, il joue aussi sur les lettres L et N, qui sont des grandes victimes de cette politique, je ne dirais pas haussmannienne de la langue. C'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer le L dans un très grand nombre de cas. On dira maudit et non pas maldit. Hein, il y a des tas d'exemples de ce genre. Et on ne dira pas infini, mais infini. Et l'anglais, dans certains cas, a adopté le mode français de prononciation, dans d'autres cas, il ne l'a pas adopté. Il ne l'a pas adopté pour le N. Il ne sait pas ce que c'est qu'une diphtongue à base N. Il ne dit jamais un. Et il ne dit jamais on. Mais enfin, il dit en tout cas, il a gardé le AN. Hein. Il ne va pas dire France, il va dire France. Il ne va pas dire dance, il va dire danse. Dance. Donc, bon, donc center, bon, on ne va pas dire center, center. Et donc, dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non, bizarrement. L'anglais semble avoir emprunté à l'oral les propos qui étaient tenus autour de lui par des populations francophones, notamment l'aristocratie normande, francophone. Et d'autres cas, paradoxalement, c'est plutôt par le biais de l'écrit, donc sans la pratique qui vient avec, sans la tradition coutumière qui vient avec, et à ce moment-là, l'anglais prononce à sa façon les mots français, il ne les prononce pas comme ça se dit en français. Donc, influence à la fois de l'ordre de l'oralité, quand par exemple l'anglais dit authority, c'est une façon française, même pour des mots qui ne sont pas français d'ailleurs. Quand il dit, par exemple, August, c'est le AU français. Il ne dit pas August comme les Allemands, ou comme le diraient d'autres langues latines. Donc, le AU est parfaitement intégré en anglais, alors que c'est une forme totalement française. Hein, pour d'autres cas, c'est moins évident. Pour le ON, par exemple, je ne sais pas s'il n'y a pas des cas où on pourrait entendre à la française, mais généralement on dit confidence et non pas confidence. Donc le AN est une exception. Ils prononcent le AN à la française. Ils ne vont pas dire France, ils disent France. Chance, ils ne disent pas chance. Donc c'est une hybridité de la langue anglaise, non seulement au niveau lexical, mais au niveau même de la prononciation.
et y compris dans la prononciation des mots, des mots de même origine. C'est une espèce de pot pourri, ça, de coque mal taillée. Et puis un dernier point que j'aimerais aborder, enfin deux autres points, c'est qu'il n'a pas emprunté au français la réflexivité. Euh, il y a des cas où il le fait. Si par exemple, je me dis, il va dire I say to myself, mais dans bien de cas, par exemple, je me lève, il va dire I get up, il va pas employer le me, il va pas dire I get up myself. I remember, je me souviens, je me rappelle, il ne va pas employer le me. Donc ce me, je me, c'est quelque chose qui n'est pas entré en anglais, sinon de façon assez marginale, quand on dit par exemple help yourself, servez-vous. Et dans ce cas précis, bon, ça existe. À ce moment-là, il y a une transposition de l'expression. D'ailleurs, c'est curieux parce que help, c'est une forme anglaise. Mais apparemment, c'est une forme anglaise qui est calquée sur le français. Puisque le yourself ne fait pas de sens, véritablement, sans l'originel français. Donc là aussi, il y a des phénomènes assez intéressants. Et donc l'anglais transforme le français, parfois pas, probablement pas volontairement, probablement par erreur ou de façon erratique, et comme on l'a dit, selon les aubaines, selon les circonstances. Il y a un dernier cas qui est intéressant, toujours dans ce dossier linguistique, c'est la façon dont on trouve en anglais des formes en ATE. Ça, j'ai toujours été. Je me souviens déjà qu'il y a une trentaine d'années, je donnais des cours d'anglais, de français à Londres, au début des années 80, et je disais qu'est-ce que c'est que ce ATE, qui alourdit terriblement l'anglais, et qui en plus n'existe pas en français. Enfin, il n'existe pas en français, c'est l'anglais qui a inventé ce ATE quelque part. Il ne l'a pas vraiment inventé, mais il décortique le français de façon maladroite. Hein, c'est-à-dire il emprunte non pas la forme verbale, mais la forme substantivale. Et la forme substantivale, en français, comporte effectivement beaucoup de T. Le T est une marque du substantif, par exemple, prédication, augmentation, et on n'a pas, par exemple, le mot augmentation, qui n'est pas un bon exemple, mais je vais simplement montrer. Quand on dit augmentation en français, ça veut dire que le verbe français c'est augmentater. Hein. Donc j'augmente et je veux une augmentation. Alors la forme française du verbe elle-même est simple et la forme nominale du verbe est lourde en français. Augmentation, etc. Alors, transformation. Alors, dans certains cas, l'anglais revient à une forme verbale qui n'est pas issue du substantif en AT, I transform, n'est pas marqué par transformation, bien qu'ils aient aussi transformation. Mais dans certains cas, malheureusement, il y a cette lourdeur qui apparaît régulièrement qui fait qu'un nombre considérable de verbes anglais d'origine française sont en ATE. Hein. Alors ça, c'est quand même une anomalie étrange. Hein. Prorogation, par exemple, ça va donner I prorogate. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. Alors on a comme ça tout un ensemble de verbes qui sont à ate, ATE, et qui n'existent pas réellement dans la langue anglaise d'origine,
qui n'existe pas non plus dans la langue française, si ce n'est par des sous-produits comme le substantif. Et là encore, on a un problème de transmission qui se fait, alors c'est intéressant, qui se fait non pas par le biais de l'oralité, parce que par le biais de l'oralité, ça n'aurait pas pu avoir lieu, sauf encore que, bon, on peut imaginer, en effet, dans certains cas, qu'à partir de l'oralité du substantif, on ait construit le verbe sous une forme, disons, un petit peu lourde. C'est possible. Dans ce cas-là, on ne sait pas si c'est par le biais de l'oralité ou par le biais de l'écrit. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a ce qu'on appellerait, ce que j'ai appelé dans une mémoire de linguistique que j'ai soutenue avec Louis-Jean, enfin que j'ai préparé, parce que je ne l'ai pas soutenu finalement, avec Louis-Jean Calvé, alors que j'ai soutenu mon DEA de linguistique anglaise avec André Joly à Lille 3, en 1981, à cette époque justement où j'enseignais l'anglais à Londres, à savoir que il y a des emprunts de l'anglais au français qui sont mélangés, qui sont hybrides. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'anglais a réexporté son propre fonctionnement à l'étranger. C'est pour ça que c'est devenu une langue mondiale. Et donc, finalement, tout le monde. Donc, il a importé le français, et puis il l'a réexporté, ne serait-ce que vers les États-Unis, enfin, je plaisante, enfin, vers n'importe quel pays, et sous une forme modifiée. Hein, comme je l'ai dit, voilà, donc on parle d'une sorte de sabir d'origine française, modifié, moitié. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est d'imaginer le locuteur faisant une sorte d'épistémologie populaire, une linguistique populaire, partant de quelques exemples et généralisant ces exemples. Et ne percevant pas que le AT, que la forme du T, la présence du T en anglais, c'est le cas de le dire, le T en anglais, la présence du T en anglais est complètement exorbitante et que dans un grand nombre de cas, il s'agit en fait de formes substantivales et non pas de formes verbales. Bon. Alors, il y a des bizarreries comme ça en français. Une autre bizarrerie qui est intéressante aussi, c'est le fait que le français forme ces adverbes à partir du féminin. On dit par exemple activement, généralement. Alors, on ne sait pas pourquoi, moi je ne sais pas pourquoi. Mais toutes les adverbes sont issus, sont dérivés d'adjectifs au féminin et non pas au masculin. Et donc par conséquent, l'anglais, lui, c'est peut-être une explication, à mon avis, qui me semble à peu près raisonnable, l'anglais va, de fait, avoir toute une série d'adjectifs d'origine française qui sont en fait au féminin, sous une forme écrite féminine. Je ne parle pas de la prononciation, qui est un autre problème. Que l'anglais prononce de façon féminine des adjectifs français au singulier, par exemple, is present, il le présente, ça s'écrit P-R-E-S-E-N-T, mais il le prononce comme s'il y avait un E final comme en français. Et ça, c'est un autre cas de figure. Et ça montre bien qu'il y a une féminisation de l'adjectif en anglais, tant au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'oral, qui est absolument majeure. Et on peut dire qu'en ce sens-là, l'anglais féminise le français, ou ne garde du français que sa dimension féminine. Alors, bon. Et effectivement, on a toute une série comme ça de verbes, d'adjectifs anglais d'origine française qui sont écrits sous la forme féminine. Voilà un certain nombre de réflexions sur les relations franco-anglaises qui me paraissent pertinentes.